Alors, c'est toujours avec un grand plaisir de partager avec cette communauté qui ne cesse que de grandir, hein, grâce à vous, bien sûr, vos abonnés, vos partages, vos likes. Merci beaucoup. Et moi aussi, je ne vais jamais arrêter de chercher des bons contenus, hein, de le partager avec vous. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce livre-là, Ce que l'école ne nous apprend pas. Est-ce que vous savez qu'il y a énormément de bonnes choses que l'école ne nous apprend pas, écrit par Mouhamadou Moustapha Diop. Donc je pense que c'est pas la première fois que vous allez le voir dans cette scène, mais aujourd'hui on va changer les rôles. C'est lui qui avait l'habitude de poser des questions. Moi aussi aujourd'hui, comme on dit, j'aurai l'occasion de lui bombarder beaucoup de questions à votre place. Ne vous inquiétez pas, vous allez apprendre beaucoup de choses, hein. Je lis beaucoup de livres en entrepreneuriat, mais c'est pas parce qu'il est là, mais ce livre fait partie des meilleurs livres, hein, en matière de business, de l'entrepreneuriat et tout. Et à travers cette petite interview, vous aussi, vous pouvez me donner votre point de vue ici. Voilà, vous trouvez ce livre intéressant ou pas, parce qu'on va partager beaucoup de choses. Ça, mais avant d'aller plus loin, Moustapha, c'est un plaisir, de vous accueillir aujourd'hui, hein. Voilà. Dans cette scène, je vous laisse, voilà, présente-toi. Peut-être il y aura une ou deux personnes qui vont tomber pour la première fois. Effectivement, c'est ça. Et voilà. Et ensuite, on entre maintenant au vif du sujet, parler du livre. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Seck. Vraiment, je vous salue. Je salue la communauté qui nous suit partout dans le monde. C'est Mouhamadou Moustapha Diop, jeune entrepreneur et coach en art, oratoire et développement personnel, fondateur de Sunugal Communication and Business, en même temps auteur et écrivain. Voilà, donc comme vous l'avez dit, je viens de sortir un tout nouveau bébé, Ce que l'école ne nous apprend pas. Comme vous l'avez dit aussi, il y a beaucoup de surprises dedans et on aura l'occasion d'en parler, voilà, dans le cœur de cette vidéo. Donc suivez-nous jusqu'à la fin. Exactement. En tout cas, vous n'allez pas le regretter parce que moi, est-ce que je suis d'accord sur tout, on va voir. Mais moi, avant d'aller plus loin, je vais voir pourquoi le titre. Parce que le titre est important quand on écrit. On ne choisit pas le titre par hasard. Comment, oui. Quand vous dites ce que l'école ne nous apprend pas. Donc, tu sais, Moustapha, moi, peut-être certaines personnes peuvent se permettre de dire école, mais toi, tu es bien formé à l'école, tu n'as pas plus comme... Mais tu viens dire pourquoi ce que l'école ne nous apprend pas. Avant de parler des chapitres, pourquoi le titre de ce que l'école ne nous apprend pas? Ce que l'école ne nous apprend pas, parce que l'école ne nous apprend pas beaucoup trop de choses qui sont vraiment essentielles, des choses dont on a besoin au 21e siècle. Vous savez, aujourd'hui, en 1960, les matériels qu'on utilisait, on ne l'utilise plus maintenant. Les téléphones qui existaient en 1960, c'est révolu. Maintenant, c'est iPhone 14, 13, etc. Mais le système éducatif de 1960 est toujours le même. Ça ne change pas, c'est intact. Et pendant ce temps, le monde évolue. Et c'est ce qui doit faire évoluer le monde actuel. Apprendre de par ce système-là qui est archaïque. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de savoirs qui ont eu lieu. Il y a beaucoup de choses qui ont été inventées, des choses qui ont été découvertes. Mais l'école ne nous l'apprend pas. L'entrepreneuriat. Je ne vais pas citer, mais restez scotchés, on va parler de ça. En tout cas, l'école africaine ne nous apprend pratiquement pas beaucoup de choses. Je ne vais pas dire rien pour trop dire, mais les choses dont on a vraiment besoin, l'école ne nous l'apprend pas. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre. Et avec ce livre-là, votre objectif, c'est d'apprendre les gens ce que l'école ne leur apprend pas. Effectivement, c'est ça. Donc moi, comme vous le savez, c'est de la famille. Depuis la sortie du livre, je voulais vraiment faire cet entretien avec lui, parler, permettre la communauté vraiment de découvrir ce qu'il a écrit ici. Mais je me suis dit qu'il faut que je lis attentivement le livre d'abord, comprendre tout ça plusieurs fois. Et ça me permet de donner mon point de vue. Vraiment, c'est un très bon livre. Mais on va entrer vraiment au vif du sujet. On va parler du livre. On va prendre les chapitres avant de... Peut-être le temps ne nous permet pas de venir sur les remerciements, sur tout ce que tu as écrit. Mais on va prendre chapitre par chapitre. Sur la première chapitre, vous dites nous sommes victimes du système éducatif. Donc, oui, nous sommes victimes parce que moi, j'ai été élève, j'ai été étudiant, j'ai eu mon baccalauréat haut la main, j'ai eu ma licence aussi haut la main, major de ma promotion. J'ai pratiquement tout fait. Et je vois des centaines de jeunes comme moi qui sont passés par là, mais qui aujourd'hui se retrouvent fauchés, sans emploi. C'est-à-dire, pourquoi nous sommes victimes? Parce que l'état actuel où nous sommes, les jeunes, vous les voyez, ils chôment tous.
tous ils chôment. Allez à Colobane, vous allez voir des centaines de jeunes qui ont eu leur master, qui sont là-bas en train de vendre des boubous. Et l'école nous avait promis autre chose. On avait un autre rêve en étant plus jeune. On va grandir, on va avoir de bons diplômes et après trouver un bon emploi, avoir une voiture, travailler dans les bureaux, etc. Alors que ça, c'est pas vrai. Une fois que vous allez arriver au sommet, vous aurez votre licence, master, tout ça, vous allez voir que vous ne servez plus rien à votre société. Vous ne pouvez régler aucun problème. Aujourd'hui, quelqu'un qui a son master en géographie, il peut régler aucun problème. Quelqu'un qui a son master en commerce international, c'est-à-dire, tu as ta licence, tu as son diplôme, mais non seulement tu ne trouves pas de boulot, mais tu ne sais pas régler un problème que la société rencontre. Aujourd'hui, nous vivons cela. Moi, je connais plus de 20 personnes avec qui j'ai eu mon baccalauréat. C'est même plus de 20. On a tous eu notre baccalauréat en 2018. Mais jusqu'à présent, ces 20 personnes-là, il n'y a même pas un qui travaille, qui perçoit un salaire de minimum 150 000. Il n'y en a pas. Et c'était des bons, mais jusqu'à présent, et vous-même qui me regardez, vous pouvez être dans cette situation-là, on ne peut pratiquement rien faire avec nos diplômes qu'on a chez nous. Donc du coup, je me sens comme victime du système éducatif. Il sait bien défendre vraiment ses idées parce que c'est hyper important ce qu'il vient de dire. 80% des jeunes comme lui qui ont eu la chance, hein, c'est une infime minorité qui ont eu la chance de passer par là. Si tu n'as pas eu la chance de se jeter sur l'entrepreneuriat, de se débrouiller toi seul, en tout cas si tu t'es limité sur ce que tu as appris à l'école, il y a vraiment un grand problème. L'essai qui est une bénédiction. Peut-être il y a des entrepreneurs qui nous regardent, qui comprennent à leur façon. Mais toi aussi, tu peux leur expliquer un peu voilà, pourquoi tu dis que l'échec est une bénédiction. L'échec est une bénédiction, je l'ai dit. Et après que j'ai eu à l'écrire dans le livre, je me suis rencontré que même Dieu l'a dit dans le Coran. À côté de l'échec se trouve le succès. Je l'ai su après et tardivement. Vous savez, quelqu'un qui a échoué, c'est quelqu'un qui met des actions, quelqu'un qui est dans l'action. Quand on est dans l'action, qu'on prend des initiatives, qu'on investit, c'est là qu'on échoue. Mais quand on ne fait rien, on n'échoue jamais. Et c'est en échouant que l'on apprend. Quelqu'un qui n'a jamais échoué, c'est quelqu'un qui n'a jamais tenté rien. Et le jour où il va échouer, ce sera brutal et 80% de ces gens-là vont abandonner. Mais quelqu'un qui met quelque chose, qui échoue, mais qui apprend de son échec, qui met encore une autre action, qui échoue, qui apprend encore, la troisième fois, ce sera pour de bon. Et ce sera très difficile pour lui de retomber. Donc c'est la raison pour laquelle je dis que l'échec est une bénédiction et Dieu l'a dit, donc je pense qu'il n'y a plus un débat sur ce terme. C'est exactement. Et moi j'aime bien le système anglo-saxon ou bien anglophone. Quand tu viens pour chercher du travail ou vous voulez travailler en partenariat avec quelqu'un, ce qui leur impressionne de plus ou bien ce qu'ils veulent savoir, là où tu as essuyé et comment tu as fait pour revenir en tout cas après ces échecs-là. C'est hyper important de comprendre que l'échec, ce n'est pas la fin, hein, ce n'est pas la fin de du processus, mais il fait partie du début de ton processus de succès. Voilà, il faut aussi quelqu'un qui a peur de l'échec, c'est quelqu'un qui a peur du succès. Le continent le plus riche. L'Afrique, vraiment, les gens ils sont intelligents et tout, mais on est en retard. On est grave en retard, pas seulement en retard, mais grave en retard. Parce que, ouais, on est au Sénégal, il y a plus de 70% de la jeunesse sont des jeunes, hein, Mais ces 70%-là, il n'y a que 15% qui agissent, c'est-à-dire qui participent à l'économie du pays, qui travaillent matin, midi, soir. Il n'y a que 15-20%. Et c'est la raison pour laquelle il y a des raisons à cela. Le système éducatif occupe une place très importante sur la cause de ce problème-là. Parce que pratiquement, lorsqu'on a un enfant, comme vous, moi, lorsqu'on aura un enfant, on va l'amener à l'école. Il va passer beaucoup plus de temps à l'école que chez lui. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on apprend à ce petit-là à l'école? On ne lui apprend pas à voler de ses propres ailes. On ne lui insère pas dans la tête des modèles de réussite. On ne les apprend pas comment a fait Bill Gates ou bien comment a fait Tesla, le propriétaire de Tesla. Vous voyez? Mais on nous apprend, nous, des Victor Hugo, Lamartine, de la poésie, l'amour. C'est ça qu'on nous apprend à l'école. On nous apprend la langue française de la 6e à la terminale. Et on ne t'apprend pas c'est quoi le leadership, comment communiquer en public, comment entreprendre, comment agir, faire des actions, comment travailler sur le concret. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de littéraires que de scientifiques. Un monde qui veut évoluer, un continent qui veut évoluer doit privilégier la technique et la science, la technoscience. Tout ce que vous voyez, cette caméra, c'est la technoscience. Ce livre, c'est grâce aux scientifiques, grâce à la technique que ça a eu lieu. Ces caméras, ces projecteurs, tout ça, c'est les scientifiques. Mais aujourd'hui, il y a 80% de littéraires dans nos écoles.
Exactement. Des gens qui apprennent Victor Hugo, qui apprennent Lamartine, qui apprennent des écrivains seulement, mais ils n'apprennent pas comment changer le monde, comment même fabriquer du cure-dent. Je vois que Mark Zuckerberg a créé Facebook à l'âge de 20 ans. Quand tu prends Bill Gates, ainsi de suite, ce sont des gens qui se lancent à l'âge de 20 ans. Et quand tu reviens, ici, 20 ans, tu viens d'avoir ton bac, ou bien il y a des gens même qui ont 20 ans qui n'ont pas encore le bac. Ouais, donc il te reste 10 ans encore. Et ici, on met dans la tête des gens, tant que tu n'as pas fini les études, ton cerveau ne peut pas faire deux choses à la fois. Et le ministre de l'Éducation nationale doit lire le livre. Et je ne sais pas si c'est des gens qui comprennent vraiment la sauce, ce qu'il faut faire, ils refusent de le faire, ou bien ils ne comprennent pas. Moi, je n'arrive même pas à comprendre. Il y en a qui comprennent qu'ils font, il y en a qui ne comprennent rien, qui ne font rien. Il y en a qui ne comprennent, mais qui ne font rien aussi. Voilà, ce qui m'a motivé est que voilà, j'ai su ce qui nous attendait après le baccalauréat, après notre master, qu'il n'y a pas de boulot pour nous. Ça, il faut le dire, c'est ce qui me regarde. Vous savez, il n'y a pas de boulot pour nous qui sommes les diplômés, les nouveaux diplômés. Il n'y a que 30 000 postes qui sont disponibles par année et il y a 200 000 personnes qui sortent diplômées par année. Donc les 170 000 restants, c'est toi, c'est moi, c'est celui qui dort, c'est celui qui est à Colobane, c'est celui qui est par-ci, par-là. Il n'y a plus d'emploi. Donc c'est quoi la solution? C'est de commencer dès le lycée ou bien dès le CM à faire une activité à but lucratif qui t'apporte de l'argent. Tu gagnes en même temps de l'expérience, mais tu gagnes de l'argent. Aujourd'hui, je ne trouve pas normal qu'un jeune à qui ses parents payent ses études jusqu'à l'âge de 25 ans, 27 ans. Tu es à l'université, c'est tes parents qui te donnent à manger. Tu es dans les universités privées, tes parents déboursent 300 000 francs par année pour que tu puisses continuer tes études. Mais tu as 25 ans, tu as l'âge pour avoir une femme, avoir des enfants. Mais tu te retrouves fauché. Travailler pour un diplôme qui ne va pas te permettre de gagner même pas 50 000 francs par mois. La solution, c'est quoi? La solution, de mettre un pied à l'école et l'autre pied dans le business, de travailler en même temps, faire les études. C'est normal. Et j'ai donné l'exemple d'un jeune dans mon livre qui faisait de l'élevage de poulets de chair et en même temps qui faisait ses études et ça ne l'a pas empêché de sortir haut la main. Ça demande juste une bonne organisation et un certain engagement. Moi, je l'ai expérimenté, j'ai vu les bénéfices. Aujourd'hui, à un certain moment de mes études, c'est moi qui prenais en charge tous mes frais de scolarité jusqu'à ce que j'ai eu ma licence. Donc, la solution, c'est ça. Ne vous dites pas que vous avez des parents qui sont stables, qui vous donnent tout. Moi, j'avais des parents qui pouvaient tout me donner, mais je me suis dit que je vais gérer moi-même. Je leur ai dit ça. Soit je le fais pour moi-même, soit, voilà, j'arrête mes études. C'est ce que je leur avais dit. Et ce qui m'a permis de prendre cette décision là, c'est de me lancer, en même temps en étant étudiant, de me lancer, de gagner, de capitaliser une certaine somme et de payer mes études. Donc aujourd'hui, il est une obligation pour tout un chacun de mettre un pied à l'école, un pied dans le business. Si vous ne pouvez pas faire du business, trouvez-vous un métier. Si vous avez un métier, outre que l'école, ça va vous permettre le jour où vous allez sortir sans travail, vous allez pouvoir faire votre métier et gagner de l'argent. 200 000 diplômés qui sortent chaque année et il n'y a que 30 000. Donc les chiffres parlent eux-mêmes. On n'a pas besoin d'aller. Ça a augmenté. Ces chiffres-là, c'était en 2020. Là, on est en 2023, ça a augmenté. Et ça ne cesse d'augmenter. Parce que non seulement l'État n'encourage pas les entreprises privées qui doivent recruter les jeunes, il ne les encourage pas, il y a beaucoup de taxes pour eux, vous voyez, mais aussi les postes qui sont disponibles ne sont pas suffisants. 200 000 personnes pour 30 000 postes. 30 000, ces 30 000 postes-là, ce sont voilà, les petits-fils du ministre, c'est ce qui sont dans la politique, c'est ce qui connaissent quelqu'un qui connaissent quelqu'un. Mais nous qui ne connaissons personne, qui ne sont pas dans la politique, nous les badoleurs, comme on le dit, on ne fait pas partie de ces 30 000 personnes-là. Vous voyez? Et ça ne cesse d'empirer. Aujourd'hui, la plupart des entreprises que vous voyez, c'est des entreprises familiales. C'est des entreprises qui recrutent que les membres de leur famille. Oui. Je l'ai dit dans mon livre. Il y a une partie où je faisais un stage dans une très grande entreprise. J'étais en quête de stage, mais je ne trouvais pas. Et mon père n'était pas au courant. Lorsque je lui ai dit ça, il a appelé le directeur d'une entreprise très grande, si je citais son nom, tout le monde allait connaître. Et il a appelé automatiquement le directeur. Le directeur m'a dit de venir le lendemain. Je suis venu le lendemain. Je suis venu, il m'a dit, c'est Mohamedou Moustapha Diop. J'ai dit oui. Il m'a dit que le directeur m'a donné votre nom. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Il ne m'a même pas demandé mon papier, c'est moi qui lui ai remis mon CV. Il m'a dit tu peux commencer aujourd'hui, j'ai commencé. Une fois entré dans le bureau où je devais faire le stage, le gars qui devait me moniter m'a dit mais vous c'est comment? C'est Dia? Je lui ai dit non, c'est pas Dia, c'est Diop.
Ouais, je dis, pourquoi vous me dites que Djanga Sante quoi? Je lui ai dit non, mais pourquoi vous posez cette question? Il m'a dit que la plupart des gens qui passent ici, ils ont le même nom que le directeur. Je lui ai dit, ah non, je ne sais pas Dia, mais c'est plutôt Diop. Il m'a dit que tu connais quelqu'un ici? Je lui ai dit oui, mon père est l'ami du directeur. Et j'ai compris. Et de là, toute la journée, je ne cessais de penser à ça. Je me disais que c'était la raison pour laquelle je ne pouvais pas moi-même, moi seul, trouver un stage. Je ne parle pas d'emploi, mais je parle de stage. Et c'est très grave. Et aujourd'hui, vous voyez tous ces blocages, des problèmes qui empêchent les gens de trouver un emploi. On va rajouter maintenant l'intelligence artificielle qui va encore empirer les choses. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ces entreprises même qui recrutaient des membres de la famille, etc., s'ils ont l'habitude de prendre 100, maintenant ils ont besoin que 50. 50 parce que l'IA est en train de vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans cette scène, mes amis, maintenant, depuis presque 1 mois, 2 mois, chaque jour je publie une vidéo. Vous allez vous dire que c'est que tu as des idées géniales. T'inquiète pas, c'est à travers ChatGPT. Il me donne des idées. Je peux me permettre aujourd'hui, si j'ai le temps, de faire chaque jour une vidéo pendant 365 jours. Et des bonnes vidéos de qualité et des contenus. Il me donne les thèmes, il me donne les descripts, il fait tout à ma place. Tout à ta place, tout. Il suffit de lui dire, ChatGPT, fais ça pour moi, écris un texte pour moi, il écrit tout. Et les gens continuent à avoir des excuses. Oui, moi je ne peux pas me lancer, je veux me lancer sur YouTube, mais j'ai peur, j'ai pas d'idées. C'est pas toi qui vas avoir des idées. L'intelligence artificielle a des idées. Il va vous donner pour toi. Il va penser pour toi, écrire pour toi. Et faire tout pour toi. Tout et tout. Donc c'est non, il n'y a plus d'excuses, mes chers amis. La même manière qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont être supprimés, c'est de la même manière aussi qu'il y a des emplois qui vont être créés. Mais là, il faut apprendre. Apprendre sur le temps, apprendre en tant qu'autodidacte. Moi, je suis à l'aise. Souvent, les gens disent, c'est toi. Mon frère, ce que tu as dit là, ce que tu as dit, ça ne concerne que toi. Moi, je fais l'argent parce que j'ai compris l'essentiel. C'est le plus important. Et vraiment, ces genres de livres-là, c'est des livres qui vont te changer, qui vont te permettre de voir les choses autrement. Comme celui-là qui est en train de nous regarder, je te posais la question, Moustapha, pourquoi moi je dois entreprendre? Tu dois entreprendre parce que c'est l'obligation. C'est-à-dire c'est une obligation d'entreprendre de nos jours. Et je l'ai dit dans l'entente de mes propos, quand il n'y a plus d'emploi, et l'emploi ne peut rien te garantir. Quand tu as un emploi, on peut te limoger du jour au lendemain. Et en étant salarié, tu ne peux jamais, au plus grand jamais, atteindre l'indépendance financière. Vous voyez? Donc, si on est dans ce contexte-là, entreprendre devient une obligation pour tout un chacun. Tu es libre, tu as le droit de créer quelque chose qui t'est propre, quelque chose qui t'appartient. Tu vas te lever le matin avec ce bonheur d'aller dans ton entreprise, avec ce bonheur d'aller dans ta boutique, d'aller dans ta petite kiosque, de gérer quelque chose qui t'est propre, de ne pas obéir à des ordres. Qu'on ne te limite pas, te dise que tu dois venir à telle heure, rentrer à telle heure. Lorsqu'on entreprend, on est libre, on est free. À chaque fois qu'on veut innover, on innove. On ne nous limite pas. On met en place toutes nos idées. Lorsqu'on a une idée pour créer un nouveau produit, on le crée. Faire une nouvelle chose, on le fait. Il n'y a pas de limite. Vous voyez, quand on entreprend, on se sent libre, on est créatif. Aujourd'hui, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous admirez, les multimillionnaires américains. Ce sont tous des entrepreneurs sans exception. Ils ont tous créé quelque chose. Aujourd'hui, ils sont fiers d'eux. Aujourd'hui, vous-même, vous êtes fiers d'eux-mêmes. Vous aussi, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Vous avez la possibilité, vous avez la liberté. Il suffit d'avoir la santé mentale, la santé physique, vous pouvez tout réaliser. Et je le dis, il n'y a plus d'emploi au Sénégal, il n'y a plus d'emploi en Afrique. La solution, c'est d'entreprendre. Il n'y a pas d'autre solution. Effectivement. L'éducation financière. Oui. On ne l'apprend pas à l'école. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est en grande partie grâce à l'argent. Aujourd'hui, les professeurs qui vous donnent des cours à l'école, s'ils ne sont pas payés, ils vont faire la grève. On l'a vu, chaque année, il y a des grèves. La fois passée, la semaine passée, j'avais fait un panel avec mes professeurs, mes anciens professeurs de français. Ils ont lu tout ce livre, ils ont fait un panel là-dessus, c'était plus de 100 personnes qui étaient présentes. Eux-mêmes, ils ont lu le livre, ils ont dit que vous avez raison. Aujourd'hui, si nous ne sommes pas payés, on ne vient pas faire cours. Tout tourne autour de l'argent aujourd'hui, la connaissance et la richesse. Mais quand on nous apprend la connaissance, d'accord, on a la connaissance, mais apprenez-nous à propos de l'argent, on ne sait absolument rien. On veut avoir nos diplômes pour après avoir un boulot et être à l'aise financièrement. Mais pourquoi on n'apprend pas à cet endroit-là, c'est quoi l'argent? Comment l'argent fonctionne? Comment gérer l'argent? Comment gérer l'argent qu'on gagne? Comment faire fructifier l'argent qu'on gagne? Aujourd'hui, vous donnez à un étudiant qui vient d'avoir son master, qui travaille pendant un an, vous lui donnez 11 millions, vous avez créé un problème pour lui. Il a un grave problème, un sérieux problème parce qu'il ne sait pas, il ne maîtrise pas l'argent.
C'est comme quelqu'un qui vient de gagner à la loterie. Il ne va rien faire d'important avec cette somme-là. Ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui ne veut rien, qui n'est pas ambitieux, mais c'est parce que quelqu'un qui ne connaît rien à propos de l'argent, à propos du jet, comme le disent les Camerounais. Aujourd'hui, c'est un devoir, c'est quelque chose d'obligatoire pour qu'on nous apprenne à l'école, c'est-à-dire c'est quoi l'argent, comment ça fonctionne. Vous voyez un professeur en économie qui ne sait rien à propos de l'argent, comment le gérer, comment le faire fructifier. Aujourd'hui, c'est une obligation qu'on nous apprenne cela pour qu'on puisse pouvoir travailler avec les 10 000 francs qu'on a, avec les 100 000 francs qu'on a, avec les 1 milliard qu'on a. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai montré dans ce livre-là comment est-ce que vous devez faire pour vous éduquer, auto-éduquer financièrement. Tu sais, moi je dis souvent qu'il n'y a pas de pauvres dans cette continent. Non, pas. Il n'y a que des gens qui ne savent pas comment gérer l'argent et comment le multiplier. Effectivement. On n'est plus dans le monde où tu vas travailler pour avoir l'argent, mais il faut avoir une bonne éducation financière qui te permette de créer l'argent. Effectivement, c'est ça. Voilà, l'argent, on ne travaille pas pour l'avoir, on crée l'argent à partir d'une petite somme, à partir de rien. Et si vous n'êtes pas éduqué, si vous n'avez pas une bonne éducation financière, tu ne mérites même pas d'avoir l'argent. Je dis souvent, les 3 règles de l'argent, c'est de gagner, mais le plus important que de gagner, c'est conserver et multiplier. Et si vous n'êtes pas éduqué, il y a des gens, comme il l'a dit, hein, quand vous leur donnez 1 million tout de suite, la première réflexion, c'est qu'est-ce qu'il doit acheter. Qu'est-ce qu'il doit acheter. Il y a quelqu'un, si tu le donnes, si toi qui nous regardes, essayez d'être honnête vis-à-vis de vous-même. Si aujourd'hui, moi et Mohamed, on vous donne 1 million, qu'est-ce qui te vient en premier qu'est-ce qui va te venir en premier dans ton esprit? 90%, c'est qu'est-ce que je vais acheter. Il y a des gens qui vont dire que non, je vais changer mon téléphone. Non, actuellement, on est au mois de Ramadan, les Sénégalais aiment trop les fêtes. Donc on va dire que non, dans 20 jours, je vais acheter les vêtements. C'est ça qui... Et si vous lisez ce livre, vous allez comprendre l'importance d'avoir une bonne éducation financière. Que là, c'est l'un des éléments aussi fondamentaux. Ça, je pense que ça va être même comment il s'appelle, suivre la chronologie du livre. C'est-à-dire que tu dis les gens d'entreprendre, pourquoi l'école et tout. Quand on entreprend maintenant, il faut avoir une bonne... Un bon entrepreneur, c'est tout d'abord un leader. Je disais, un bon entrepreneur, c'est d'abord un bon leader. Quelqu'un qui sait travailler en équipe. Quelqu'un qui sait partir avec un groupe, réaliser de grandes choses. Ce n'est pas quelqu'un de solitaire. Un bon entrepreneur, ça ne doit pas être quelqu'un de solitaire. Quelqu'un qui veut tout faire seul. Parce que seul, on peut aller nulle part. Tout ce qu'on veut réaliser, si on veut réaliser, voilà, descendre les grandes montagnes, on va le faire en groupe. Et le leadership, malheureusement, on ne nous l'apprend pas à l'école. On ne nous apprend même pas c'est quoi le leadership. Et dans mon livre, j'ai détaillé de bout en bout c'est quoi le leadership. Comment est-ce que vous devez vous comporter pour pouvoir réussir en entrepreneuriat. Comment travailler en équipe. Comment encourager l'équipe qu'on a. Comment motiver les gens à travailler sur un projet que même vous avez initié. Donc le leadership, c'est quelque chose d'incontournable et nous devons tous le cultiver en nous. Il y a des gens qui sont de nature des leaders, parfois comme on le dit. Il y a des gens qui savent de nature travailler en équipe, tout ça, encourager l'équipe qu'ils ont, les aider à aller de l'avant. Comme vous, M. Seck, grâce à vous, j'ai écrit aujourd'hui ce livre-là et je vous vois comme un leader. Donc c'est ça en fait le leadership. Et j'ai développé dans ce livre-là beaucoup de notions qui vont vous aider à devenir ce leader-là que vous voulez devenir. Devenir un bon vendeur. Oui, les techniques de vente. Voilà, quelle est l'utilité d'un entrepreneur qui nous regarde là, d'être un bon vendeur? Que la vente, tout le monde est un vendeur. Que vous le sachiez ou non, que vous l'acceptez ou pas. On vend tous quelque chose. Soit on vend un produit, soit on vend un service, on vend notre connaissance. Celui qui travaille dans une entreprise, on lui paye la fin du mois. Il se dit que non, je ne suis pas un vendeur, je ne suis pas un commerçant. Si vous êtes un vendeur, vous êtes un commerçant. Mais vous êtes en train de commercialiser votre connaissance, vos compétences et on vous paye de l'argent en retour. Soit c'est quelqu'un qui vend un produit. Quand vous vendez un produit, vous devez savoir comment vendre ce produit-là. Aujourd'hui, je vous demande de me vendre ce téléphone portable-là. Vous venez, oui, ça c'est un iPhone 12, c'est un bon téléphone portable. Donc achetez-le, c'est moins cher, 250 000 francs, vous l'aurez. Ça, c'est pas vendre. Pour vendre, il y a des étapes. Avant même ce produit-là, vous devez vous vendre. Vous devez savoir vous vendre. Comment est-ce que vous vous comportez? Comment vous communiquez? Votre habillement. Est-ce que vous êtes propre? Est-ce que vous êtes présentable? Est-ce que vous sentez même bon? Est-ce que vous savez communiquer?
Comment aborder une personne? Parce que lorsqu'on vend, on va faire face à plusieurs types de personnes. Celui qui est content aujourd'hui, celui qui a des problèmes à la maison. Comment aborder chaque personne dans n'importe quelle situation? Comment entrer en contact avec lui? Et comment faire en sorte que cette personne-là achète votre produit? Et après avoir acheté ce produit-là, comment faire en sorte que cette personne-là reste dans ton réseau? Que tu sois en contact perpétuel avec cette personne-là. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez lui vendre un téléphone, demain vous lui vendez un immeuble. Et pour cela, il y a un processus à respecter. Et pour le découvrir, c'est dans le livre. Moi, j'aime bien voilà, la dernière phrase. L'une des meilleures vendeurs, c'est pas celui qui sait vendre quelqu'un une fois, mais c'est celui qui sait vendre quelqu'un plusieurs fois. Effectivement. Et ça, comme il a dit, c'est un processus à respecter. Et quand vous lisez le livre là, vous allez comprendre. Et je pense que la partie qui intéresse maintenant plus de personnes ou beaucoup de personnes, la confiance en soi. Donc la confiance, il faut tout d'abord savoir qu'il y a des gens qui ont de nature confiance en eux, mais qui peuvent le perdre. Qui peuvent après perdre confiance grâce à certains événements qu'ils ont vécus. Il y a des gens qui auparavant étaient confiants, mais grâce à des événements qu'ils ont vécus, ils ont perdu toute estime d'eux-mêmes. Parce que quand on parle de confiance en soi, on parle alors d'estime de soi. Quelqu'un qui s'estime d'abord, qui est bien dans sa peau, qui s'adore, qui n'est pas complexé par son physique ni par ses capacités intellectuelles. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, je l'ai noté parce que je suis formateur en art oratoire, les gens que je forme en art oratoire, la plupart, 90% ont un problème de confiance en soi, d'estime de soi. Pour eux, soit ils n'ont pas un bon niveau de français, ils ont peur de faire des fautes, ils n'ont pas confiance en eux, ils n'osent pas se mettre devant un public pour parler. Tout ça sont des choses qui arrivent. Et quand on veut renforcer confiance en soi, il va falloir qu'on commence à s'adorer physiquement d'abord. Pas sur le plan intellectuel, mais physiquement, acceptez-vous. Ne vous dites pas que vous êtes trop vilain, que vous êtes trop grosse, etc. Toutes ces choses-là qu'on nous dit souvent, danga niao, danga ki. Ça s'accumule au fil du temps, on va toujours vouloir être dans l'ombre, se cacher lorsqu'on est en public. Il faut commencer par s'accepter d'abord, il faut s'aimer, il faut s'estimer. Et mis à part sur le plan intellectuel, pour pouvoir renforcer sa confiance, il va falloir, c'est-à-dire identifier tes qualités. Aujourd'hui, M. Seck, vous pouvez vous dire par exemple, non, je ne suis pas passé à l'école, je ne vais pas essayer de maîtriser la langue française ou bien de me mettre devant des gens qui ne comprennent pas Wolof et de parler français devant eux. Si vous étiez quelqu'un de complexé, vous n'allez jamais réaliser ce que vous êtes en train de réaliser aujourd'hui. Mais vous avez mis le complexe de côté. Vous vous adorez, vous vous estimez et vous croyez en vos capacités parce que vous avez quelque chose d'unique en vous, que moi je n'ai pas. Moi, j'ai quelque chose d'unique en moi que vous n'avez pas. Chaque personne que Dieu a amenée sur terre a des qualités, plus de 5 qualités qu'il voit très rarement chez les autres. Donc, appuyez-vous sur ça, dites-vous que vous êtes unique. Si vous avez ces qualités-là et que les autres ne l'ont pas, donc vous êtes unique et vous avez de quoi vous vanter. Vous avez de quoi vous mettre à l'épreuve, faire les choses avec confiance, avec abnégation et vous allez le réussir. De ce que tu connais, l'art oratoire. L'art oratoire. Et vous avez parlé et vous avez donné beaucoup d'exemples. Comment bien articuler. Moi-même, depuis que j'ai lu cette partie, j'avais mes stylos que je commence à mettre. Et tout ça, les exemples que vous avez donnés. Parce que moi, j'adore apprendre. C'est ça. Donc, on va boucler avec cette chapitre-là. Et je pense qu'on ne peut pas tout développer. Mais après, voilà, vous nous parlez un peu du chapitre art oratoire. Donc, l'art oratoire, c'est, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, si nous sommes à l'aise devant cette caméra en train de parler dans les conférences partout, c'est parce qu'on est à l'aise devant un public. Si vous n'êtes pas à l'aise devant un public, vous ne pouvez pas convaincre. Vous ne pouvez pas parler devant un auditoire. Et quand vous savez parler, manier cette langue et parler devant un auditoire, vous gagnez l'estime et le respect des gens. Vous voyez? Donc là, c'est le secret autant pour moi. Donc l'art oratoire, il y a un livre que je suis en train d'écrire qui va uniquement être axé sur l'art oratoire. Uniquement, intégralement. Donc, c'est quelque chose de très important et ça se limite sur ces 3 facteurs. La communication verbale, non verbale et paraverbale. Quand je parle de la communication verbale, je parle du verbe, de ce que je suis en train de dire, la langue, peut-être français, wolof, diola, malinké, etc. Quand je parle de la communication non verbale, c'est pas seulement le fait de commencer à parler qui est bon, mais plutôt comment vous devez vous comporter.
Je parle du gestuel, le fait d'utiliser ses mains lorsque vous parlez. Je parle de la posture, la façon laquelle vous vous tenez. Je parle de l'habillement. Comment est-ce que vous devez vous habiller lorsque vous parlez en public. Je parle de la gestion de l'espace. Pourquoi vous devez de temps en temps bouger lorsque vous êtes devant un public, etc., etc. Donc, je ne peux pas tout développer puisque on a un peu pris beaucoup de temps. Avec le temps, mais il y a aussi la communication paraverbale qui est relative à la voix. Comment travailler sa voix et avoir une voix qui impose une bonne rhétorique. Donc, prochainement, nous allons en parler et je vais écrire un livre sur ça et vous aurez beaucoup plus de détails, Inch'Allah. En tout cas, c'est très important, il faut se former sur ces choses-là. C'est hyper important et cette livre peut être le début de cette formation. Vraiment, je ne pouvais pas me permettre de ne pas demander à Moustapha de venir partager avec vous ce qu'il a partagé ici. Depuis un bon moment, il est en train de passer sur beaucoup de médias et je me suis dit, moi, il faut que je comprenne déjà le livre, c'est hyper important, ça me permet de le lire parce que j'adore lire et tout ça. Donc vraiment, merci Moustapha. Merci beaucoup. Donc, les moyens d'acheter le livre, comment? Donc, les numéros. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc pour les livres, c'est disponible actuellement à Dakar et partout. Vous pouvez avoir ce livre partout parce qu'on a eu à vendre beaucoup d'exemplaires à travers les États-Unis, Espagne, presque partout dans le monde sauf la Chine, vu qu'il y a très peu d'Africains en Chine. Mais on peut vous le livrer partout. Donc le livre actuellement, le prix est à 10 000 francs. Voilà, donc si vous voulez l'avoir partout au Sénégal, vous pouvez l'avoir. Actuellement, ceux qui sont à Dakar, c'est disponible à Liberté 6, devant Liberté 6, derrière numéro 1. C'est disponible aussi au Parcelles Assainies Kasbi, c'est disponible aussi à Pikine, Djedjawaye. Donc tous ces sites-là, il y a des numéros que vous allez contacter, que nous allons mettre. Et vous pouvez appeler et vous pouvez l'avoir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Moi, je peux prendre un engagement. Si vous achetez le livre et vous n'êtes pas satisfait, amenez-le. On va vous rembourser. Ça, c'est sûr déjà. Donc, merci d'avoir resté jusqu'à la fin avec nous. C'est toujours un plaisir de partager avec cette communauté. Si vous pensez que cette interview peut aider d'autres personnes à apprendre quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à le partager, que ce soit dans les groupes, que ce soit dans peut-être des réseaux sociaux, etc. Ça nous permet vraiment de toucher le maximum de personnes. L'objectif, c'est de sensibiliser et de donner des bons contenus. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire pour nous soutenir. Mettez des likes, ça permet que YouTube a référencié naturellement cette vidéo. Donc, on se donne rendez-vous peut-être la semaine prochaine ou demain sur d'autres vidéos que nous allons aussi continuer à vous fournir des contenus de qualité. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.